Amis téléspectateurs, honneur, nous continuons le voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, nous emmènerons avec nous quelques invités de marque, des femmes, des hommes, et nous parlerons de choses pérennes et de choses actuelles, d'événements quotidiens, de récits et aussi des aléas du métier des lettres. Avec moi, j'ai maintenant Émilie Prophète. Émilie Prophète est romancière, poète, et elle est la directrice de la Direction nationale du livre, qui est attachée au ministère de la Culture en Haïti. Je vais commencer par demander à Émilie ce que c'est que d'être responsable de la Direction nationale du livre. Honneur, Émilie. Bienvenue chez nous. Bienvenue à bord. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci pour cette invitation. Il y a tellement d'écrivains en lice. Je suis très contente d'être reçue à cette émission sur la chaîne 38. La Direction nationale du livre, c'est une institution de l'État attachée au ministère de la Culture et en charge de la politique du livre et de la lecture pour la République d'Haïti. Ça veut dire nous essayons et nous y arrivons tant bien que mal à mettre en œuvre une politique du livre et de la lecture. Cela implique beaucoup de choses, la lecture publique d'une part à travers des bibliothèques publiques que nous gérons, qui sont les centres de lecture et d'animation culturelle et d'autres bibliothèques associées. Et ça implique aussi la promotion du livre et des auteurs haïtiens et faire en sorte que le livre entre dans le vécu de l'haïtien et des jeunes en particulier. Donc un très gros programme, mais aussi un programme absolument passionnant. Absolument passionnant et contraignant, n'est-ce pas? Très contraignant, surtout quand on veut faire métier d'écrivain à côté. Là, l'écrivain, ça devient, c'est dans la marge quelque peu quand on travaille quasiment 8-10 heures par jour et avec de petits moyens, avec la bonne volonté des uns et des autres. Mais en même temps, les résultats sont intéressants et je crois que quelque part, à la longue, ça va nourrir le métier d'écrivain auquel je veux donner plus de temps quand j'aurai accompli au moins on va dire la moitié de ce que j'ai envie de faire, quand j'aurai accompli le mandat qui m'est confié de mettre en œuvre cette politique du livre et de la lecture pour tout le pays qui en a tellement besoin. Mais là, c'est une lecture qui est bilingue. Ça se passe comment? En fait, la lecture est forcément bilingue ici parce que nous avons deux langues et le créole qui est parlé par beaucoup plus de gens. Ça veut dire le livre pour nous, c'est le livre, la langue, on va dire, elle vient après. L'important, c'est d'amener le livre dans les bibliothèques publiques, d'amener le livre le plus loin possible dans les villages, de mettre les livres dans les mains des enfants, dans les mains des vieux, des jeunes, de tous ceux qui ont envie de lire et quand ils n'ont pas envie, faire en sorte de leur donner cette envie de lire. Donc le livre, bien sûr, dans toutes les langues, sauf que, comme vous le savez, Marie-Alice, la production est majoritairement française ici en Haïti. Et bien sûr, quand nous parlons de livres de littérature, de sciences sociales, de sciences humaines, c'est pas seulement des livres produits ici, c'est des livres tout court, parce qu'il faut lire des livres de tous les horizons. Notre bibliothèque doit être le monde. Donc il y a plus de livres, les fonds qui se trouvent dans les bibliothèques sont plus en français et nous essayons, nous mettons autant que faire se peut tous les livres créoles qui valent la peine, parce que de même qu'il y a des livres français qui ne valent pas la peine, il y a aussi des livres écrits en créole qui ne valent pas la peine, que nous estimons et nous estimons que ce sont des livres qui ne doivent et ne peuvent figurer sur les rayons d'une bibliothèque publique. Donc la lecture dans toutes les langues, la lecture dans nos deux langues d'abord, c'est ça la lecture publique, c'est ça, c'est partager le savoir, mais le savoir dans toute l'acceptation du mot, tous les savoirs utiles et tous les savoirs qui rassemblent et libèrent aussi. Parce que le savoir libère, le savoir désenclave. Je retiens une phrase, des livres qui valent la peine. Il y a un screenage, ça se passe comment? Il y a un screenage des livres?
Bien sûr, et bien sûr, nous avons même un comité qui sélectionne des livres. Et je pense que ça doit être comme ça pour les bibliothèques publiques. Les livres qu'on met entre les mains de nos enfants doivent être de bons livres. Donc, il y a un comité composé d'écrivains, de professeurs, d'universitaires qui choisissent les fonds qui doivent figurer dans les bibliothèques publiques. Et il y a 2 ans, c'était en novembre 2009, nous avons à la Direction nationale du livre fait l'acquisition pour la première fois en Haïti d'un gros fonds pays. Nous l'appelons le fonds pays. Ça veut dire des livres haïtiens qui doivent aller dans les rayons des bibliothèques publiques qui existent et des nouvelles bibliothèques que nous devions inaugurer en 2010, mais que nous n'avons pas pu inaugurer à cause notamment du séisme. Donc, il y a un choix, il y a une sélection qui est faite des livres qui doivent aller dans les rayons des bibliothèques publiques. Parce que vous savez, il y a énormément de problèmes liés à l'édition ici. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont faits et qui ne sont pas édités. Oui. Donc, on va retrouver des livres des livres qui ne sont pas édités, des livres avec bon, c'est pas tant des erreurs typographiques. Oui, mais c'est un peu l'artisanat de l'écriture. C'est un peu l'artisanat de l'écriture, mais c'est de l'écriture, on va dire. En fait, l'auto-édition vient avec des problèmes. Par exemple, pendant l'année 2010, j'ai fait un décompte des livres qui sont sortis à Livre en Folie l'année dernière et qui a fait l'objet d'un article que j'ai publié dans la revue Conjonction. Vraiment, il y a des livres qui sont sortis pour Livre en Folie. C'était des livres vraiment qui méritaient d'être mieux travaillés, qui méritaient d'être corrigés. Ça veut dire d'être édité. D'être édité, voilà. Donc bien le terme. Un livre qui n'est pas écrit, c'est bien le mot aussi. Un livre qui n'est pas écrit, on n'arrive même pas à savoir dans quelle langue il est écrit, donc on ne va pas au détriment d'un livre, par exemple, d'un livre valable, mettre ce livre dans les rayons d'une bibliothèque sous le seul prétexte qu'il a été imprimé. Donc c'est pour ça qu'il y a un comité qui est composé de professeurs, d'universitaires et d'écrivains qui décident après lecture des livres qui vont dans les rayons des bibliothèques publiques. Oui, mais il est difficile de faire un choix quand on pense que cette année, par exemple, il y a 134 livres proposés en signature. 134 titres. Ça fait beaucoup de livres à voir et la décision est difficile à prendre. Comment vous procédez? Oui et non, la décision n'est pas difficile à prendre dans la mesure où il y a beaucoup d'auteurs confirmés qui signent cette année, des gens qui ont déjà publié 4, 5, 6 livres, des fois même 10. Et Gary Victor fait un livre, vous pouvez ne pas l'aimer, vous ne pouvez pas dire dans l'absolu que ce livre il est à jeter, ni que ce livre n'a pas été édité. Donc, bien sûr, ce sont des livres que nous aimerions, que nous allons acheter pour les bibliothèques publiques. Mais pour les nouveaux auteurs, leurs livres devront forcément passer par ce comité de sélection qui va dire, écoutez, ce livre, c'est un très très bon livre, mais il n'a pas été édité. Mais évidemment, nous devons aussi poser des questions par rapport à l'édition. Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir des maisons d'édition tout court? On ne peut même pas parler de bonnes maisons d'édition, dans la mesure où on ne peut pas comparer une maison d'édition à une autre. Il y en a pas, il y en a presque pas, oui, si peu. Donc voilà, ces livres vont passer devant ce comité duquel je ne fais pas partie, heureusement ou malheureusement, et on va décider lesquels de ces livres vont aller sur les rayons des bibliothèques publiques. Moi, je ne les ai pas lus encore. J'ai beaucoup de livres à acheter le jeudi 23, mais j'espère que sur tous les titres qui sont là, tous sont bons. Donc, je l'espère très fort. Mais quand je dis, on parle des problèmes d'édition, parce qu'il y a toujours quelque chose à tirer d'un livre, même... c'est pas même le livre qui peut être considéré comme mauvais et selon des critères qui ont été établis. Oui, peut-être mauvais dans la forme, mais avec un message intéressant dans le fond. Absolument, absolument. Mais tous les auteurs sont à encourager et c'est là un peu la philosophie de Livre en Folie. Tous les auteurs sont sur un pied d'égalité ce jour-là. Oui, c'est ce que dit Monsieur Duval. Exactement. Oui. Ça veut dire le tout jeune qui signe un livre de moins de 40 pages,
qui n'est pas un livre selon les critères définis par l'UNESCO, il va pouvoir être assis à côté de Kitty Mars, de Gary Victor, de Jean-Euphel Milsé et d'autres écrivains. Donc c'est une fête de l'amitié, c'est une fête du savoir, c'est un grand moment de partage, de la lecture. Exactement, oui. Et c'est très 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 bien. Oui, en fait, c'est comme vous venez de dire, c'est la fête du livre. Oui, tout à fait. Mais quel délai vous êtes parti pour faire ce choix? Le choix des auteurs en signature. Que vous allez rentrer dans ces bibliothèques-là. Ben, pour entrer en fait, c'est chaque année que le comité se réunit en principe avec les nouveaux titres, sauf que nous n'avons pas. On vous les envoie au préalable? Nous les achetons. Nous les achetons. Avant le livre en folie? Non, après. Nous les achetons après, etc. De toute façon, moi, je me fais un devoir d'acheter un exemplaire de chacun des livres qui paraissent. Ne serait-ce que pour être informé et pour lire souvent très vite, parce qu'on ne peut pas tout lire, et pour savoir, écoutez, voilà un livre qui est sorti. Oui, la lecture en diagonale. La lecture en diagonale. Et des fois, c'est le titre. Des fois, c'est le titre, parce que vous avez une dizaine de livres, vous dites, ah non, et voilà. Et le livre, c'est en cela que l'édition est importante, parce que le livre aussi, c'est un objet. C'est d'abord un objet que vous touchez, que vous regardez, que vous aimez. C'est une couverture qui accroche. C'est une couverture qui accroche, c'est un titre. Ou une quatrième de couverture. Ou la première phrase. Parce que les livres sont, parce que j'ai trouvé un petit livre récemment qui est une compilation des premières phrases célèbres. Et par exemple, le Salammbô de Flaubert, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, ou Camus, aujourd'hui maman est morte. Donc le livre, c'est aussi la première phrase. Quand vous n'êtes pas accroché par la couverture ou par la quatrième de couverture, et il y a aussi pas de clin d'œil. Voilà, il y a aussi la première phrase du premier paragraphe, la première page et les 10 premières pages au bout desquelles les moins courageux disent écoutez, non, merci. Et ça m'amène justement à parler de votre livre qui sera en signature. Et la première page me sourit et la première phrase me retient. C'était un lundi matin comme je ne les aimais pas en général. Je pense que personne n'aime le lundi matin. Alors là, tout le monde veut aller voir ce qui se passe ce lundi d'avril. Et j'ai compris que c'était là un roman, mais c'est également un fait divers. C'est un fait divers qui s'est déroulé il y a une dizaine d'années, un matin 3 avril, qui était un lundi. Il y a des gens armés qui sont entrés à la station de Radio Haïti Inter et ont assassiné le directeur de la radio, qui était Jean-Dominique, et un gardien qui s'appelait Jean-Claude Louis. Donc, un fait divers, comme nous en connaissons beaucoup, mais ce cas est emblématique par rapport à la célébrité du personnage. Jean-Dominique est un personnage très détesté, très aimé aussi, c'est selon, qui se fait assassiner, et un gardien. Et puis, l'histoire commence là, à partir de ce fait divers. Jean, le très connu, le très reconnu, le très impliqué dans beaucoup de choses, le flamboyant, et Jean-Dominique, l'enfant terrible de son époque, voilà, et qui est très détesté, qui est un personnage très détesté, très aimé, un personnage qui soulève la passion. Finalement, c'est un personnage extrêmement intéressant. Et moi, j'ai ce travers d'aimer les gens que personne n'aime. Donc, ce qui fait que la narratrice, qui peut-être moi, qui peut ne pas être moi aussi, a une relation avec ce personnage, mais une relation basée sur de la fiction. Sur de la fiction, ça veut dire sur des choses qui n'existent pas, qui sont les livres, qui sont... quand je dis qu'ils n'existent pas, on met des guillemets, bien sûr, sur de la fiction, parce qu'on parle de littérature, on parle de livres, mais cette traversée de l'amitié, c'est aussi une traversée du pays. Une traversée du pays à travers ses exclusions. D'abord, il y a Jean-Dominique qu'on assassine, mais il y a aussi Jean-Claude Louis. Et même au plus fort de l'émotion, le 3 avril et les jours qui ont suivi ce 3 avril, on parle beaucoup de Jean-Dominique en oubliant Jean-Claude Louis. On va dire 8 fois sur 10 et même 9 fois,
il s'agit de Jean-Dominique et pas de Jean-Claude Buisset. Donc c'est une traversée du pays, une traversée de l'amitié, d'une amitié très éthérée, on va dire, et qui nous mène un petit peu partout, qui nous fait traverser cette ville, son histoire immédiate qui sont les jours, les mois après le 3 avril, mais aussi qui nous ramène un peu en arrière dans les années du coup d'État de 1991 pour traverser Port-au-Prince avec une jeune étudiante de l'école normale supérieure, une étudiante en littérature, une étudiante pauvre, qui, elle, a une relation d'amitié qui est comparable, on va dire, avec celle qu'elle établit des années plus tard avec le directeur de la radio, le directeur de Radio Haïti, Jean-Dominique. Ce monsieur s'appelle Jean-Baptiste. Il vend des livres usagés. C'est un bouquiniste. C'est un bouquiniste au centre-ville qui est ce qu'on appelle, il tient sa librairie. D'ailleurs, la narratrice l'appelle le vieux libraire, la librairie du soleil, comme on les appelle si joliment. Et il y a une relation entre ces deux personnages, l'étudiante et Jean-Baptiste. Et l'étudiante, elle est au milieu de l'histoire, au milieu de deux temps, de deux époques, de deux personnages, de deux hommes, l'un aussi emblématique que l'autre. Le marchand de livres, qui est un exclu, parce que c'est un pays d'exclusion, on s'entend là-dessus, et c'est un monsieur qui a un rêve, Jean-Baptiste, c'est un monsieur qui a un rêve de citoyenneté. Aussi simple que cela. Le rêve de citoyenneté, c'est le rêve d'avoir une identité, parce qu'il y a des gens ici qui naissent, qui traversent leur vie sans jamais avoir une pièce d'identité. Donc Jean-Baptiste, c'est un rêve de citoyenneté, c'est un rêve d'être vivant, d'exister dans son propre pays, et c'est un rêve de vivre dans le sens large, avoir les moyens de vivre, avoir un toit, avoir une assurance, pouvoir aller à l'hôpital. Et Jean-Dominique, qui est quelqu'un à qui la vie a beaucoup donné. La vie a beaucoup donné, il a été à l'école, il a des diplômes, il est directeur de radio, il fréquente les grands, il est conseiller de président de la République. Il a de l'entre-gens. Il est brillant, c'est un érudit. C'est un érudit, il est impliqué dans des choses politiques, il est la voix des sans-voix, parce qu'en même temps, quand il parle au nom d'une partie de la population qui n'a pas le droit à la parole. Donc il est contesté, il est contestable, parce que c'est un personnage qui a quand même pris des positions qui ont déplu à beaucoup de gens, avec lequel beaucoup de gens ne sont pas d'accord, même ceux qui sont comme lui en défense de cette population qui a besoin de leaders, qui a besoin de défenseurs. Donc c'est cette traversée de la vie, c'est cette traversée du pays, cette traversée d'Haïti dans sa complexité et aussi dans ses rêves les plus simples et les plus grandioses. Donc voilà, c'est le reste du temps. Et le reste du temps aussi, c'est un clin d'œil à un écrivain majeur qui a beaucoup nourri les conversations de la narratrice et de Jean-Dominique, qui est Marcel Proust, et sa grande œuvre À la recherche du temps perdu. Donc, À la recherche du temps perdu, c'est un lien entre Jean-Dominique et la narratrice, mais c'est aussi un lien entre la narratrice et Jean-Baptiste, le vieux libraire, qui cherche pour l'étudiant pauvre les 7 volumes de À la recherche du temps perdu. Et quand elle revient vers ce vieux libraire, je ne vais pas dévoiler la trame du livre, c'est toujours pour lui retrouver dans les livres qu'il vend les 7 tomes de À la recherche du temps perdu qu'il promet de trouver. Et tout ça tourne autour de ces deux personnages, autour de rêves inaccessibles, inachevés, inaboutis, mais aboutis aussi. Et c'est un livre sur l'amitié, sur l'exclusion, sur nous-mêmes. Je dois avouer, Émilie Prophète, que je me retrouve sous le charme de la conteuse. Je ne savais pas que vous étiez une aussi bonne conteuse. Je dois dire que j'ai lu les pages du livre en filigrane et je me suis dit, oh mon Dieu, ce que c'est bien écrit. Mais là, je me rends compte que c'est également bien compté. Alors, amis téléspectateurs, je vous demande de vous arrêter et de jeter un œil sur le livre Le reste du temps d'Émilie Prophète.
C'est une histoire dont nous aimerions connaître la fin. J'ai hâte de faire l'acquisition du livre et de connaître la fin. Mais je vous offre cet exemplaire, ma Mon chère Dieu, Marie-Alice. quel plaisir. C'est Noël en plein été et c'est le premier jour de l'été. C'est le premier jour de l'été. Merci, Élie. Respect. Merci de m'avoir reçu à votre émission, Marie-Alice, et merci aux téléspectateurs qui nous ont écoutés et regardés aussi. Amis téléspectateurs, ce que l'on appelle aujourd'hui adultère est ce que l'on appelait autrefois hérésie, dit Victor Hugo. J'ai avec moi, pour le voyage sur l'île mystérieuse Quisqueya, une femme belle, sensuelle, intelligente, d'esprit brillant, un peu caustique, beaucoup de satire et d'humour, et qui sait ce que c'est que la différence entre la fidélité, l'amour, le sexe et la sensualité. Mimi Gabriel, honneur. C'est un plaisir pour moi, un plaisir un peu coquin de vous recevoir, parce que cela me change un peu de tous ces intellectuels qui parlent de choses sérieuses, on doit toujours être habillé. Donc voilà que maintenant nous allons nous déshabiller un peu. Et nous allons parler d'offense, de pardon, d'erreur conjugale ou du petit clin d'œil que l'on va faire chez le voisin, de l'homme qui a la prérogative ou la chance ou le culot de s'offrir une autre partenaire et en même temps de se dire qu'il aime également sa femme et qui prend plaisir et qui jouit érotiquement des relations avec les deux. De la femme qui, elle aussi, pour se sentir femelle, va voir ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, elle aime profondément. Cependant, ce qui m'a retenu et qui m'a plu et ce qui me permet de me sentir bien, c'est le fait qu'à travers la trame du livre, je retrouve le respect de l'autre, le respect du conjoint, le respect de celui-là qui a accepté d'être le et la complice, non pas de l'erreur, mais de cette vie que vous avez choisi de mener à deux. Et cela va emmener à la tolérance, cela va emmener au désintéressement, cela va emmener au pardon, et cela va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'amour dans la vie conjugale. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai lu sur Internet il n'y a pas longtemps. On cherchait pourquoi le 7 était barré. Et l'anecdote disait que quand Dieu a remis les commandements à Moïse, Moïse a lu les commandements au peuple qui l'attendait. Et arrivé au 7e commandement, il était dit, tu ne tromperas pas ta femme. Alors les gens ont dit, barrez le 7, barrez le 7. Et voilà pourquoi depuis, le chiffre 7 se trouve avec une barre. Donc là, il est évident que l'homme avait tous les doigts, même le doigt de cuissage, et la femme pas. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons débarrer le 7. Et nous allons parler de offense et pardon, qui n'est pas un roman, mais un récit véridique. Et c'est l'amour dans toute sa beauté, c'est l'amour dans sa substance essentielle. C'est l'amour dont tout un chacun peut rêver et c'est cet amour-là qui nous permet, même quand il y a une écartade ou alors l'envie d'aller faire un petit coup d'œil ailleurs, de revenir chez soi parce que nous sommes comme les cerfs-volants, hein? L'autre tient le bout de la ficelle. Alors Mimi, parlez-nous de Offense et pardon qui sera en signature le 23 juin à Livre en Folie. Et je dois ajouter que Mimi nous vient d'Hawaï. Elle vient de très loin pour venir signer son livre chez elle en Haïti. Et Mimi nous dit qu'elle est avant tout Mireille Audin. C'est correct. Merci Marie-Alice. Je peux voir que tu as lu mon livre et... Oui, et avec plaisir et avec amitié. Hein? Amitié pour la femme, amitié pour l'homme. Et j'ai senti ce côté très humain qui traversait la trame de ce drame, car en fait c'est un drame. C'était un drame, en effet, quand mon mari m'a annoncé qu'il était amoureux d'une autre femme. Non seulement en train d'avoir une relation avec cette femme, mais qu'il en était tombé amoureux.
Et je n'avais aucune intention d'écrire un livre. C'était juste mes journaux personnels qui contenaient ma douleur. C'était ma manière de guérir mon cœur, d'écrire toutes mes pensées, toutes mes sensations. Et l'histoire a évolué. Quand j'ai appris que l'autre femme attendait un bébé qui appartenait à mon mari, j'ai cru devenir folle. Mes écrits m'ont aidée. Et mes amis me disaient, mais tu vis un roman, c'est pas possible, c'est un roman. Et l'idée m'est venue de partager notre expérience à mon mari et à moi. Quand je n'ai pas pu trouver un livre qui m'aiderait à faire face à tous nos... À traverser ce désert. Exactement. Donc le livre est très personnel, il est très intime, c'est mon cœur complètement ouvert qui dit sa douleur et qui dit... Et très honnête aussi. Il faut être honnête. Tu avoues quand même les faiblesses oui. et les qualités de l'autre et vice versa. Oui. Et ma chance est que mon mari et moi, nous nous connaissons très bien. J'avais seulement 14 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. Nous sommes tombés amoureux tout de suite et nous avions ce qu'on appelle a history, une histoire ensemble. Un cheminement. Un cheminement, j'aime beaucoup ce mot. Je n'allais pas abandonner tout ce que nous avions construit pendant de si longues années, 27 ans de vie commune, pour une autre femme. Ou une vie parallèle. Non, c'était pas acceptable, c'était pas dans mes plans du tout. J'ai eu la grande chance qu'il était très amoureux de moi et qu'il m'a avoué ne pas vouloir me perdre, mais quand même être amoureux de cette autre femme. Il m'a fallu beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et beaucoup de foi en lui. J'ai dû lui faire confiance, bien que des fois je le surprenais en train de me mentir, ça me rendait furieuse, mais j'ai appris à pardonner grâce à ma mère, qui était extrêmement aimante. C'était une femme très affectueuse, une bonne chrétienne, je dois dire, qui nous a toujours appris que le pardon est nécessaire si on veut se libérer de nos tourments. Qu'une fois qu'on a pardonné à l'ennemi, la personne cesse de nous importuner, de nous obséder, de nous tracasser. Le cœur est libre. Donc j'ai pardonné parce que mon mari méritait d'être pardonné. J'ai pardonné à la femme parce que il faut deux personnes pour danser le tango. Elle n'était pas celle qui était coupable, c'était les deux. Donc une fois que je pardonne à l'un, je pardonne à l'autre. Je me suis pardonnée à moi aussi parce que j'étais coupable d'une certaine manière. La femme a toujours un petit rôle à jouer quand le mari ou l'amant cherche une autre personne. Il y a toujours un petit sens de responsabilité que j'ai accepté. Il y a toujours un vide qui n'est pas comblé. Exactement. C'est pourquoi l'autre personne cherche ailleurs. Oui, mais il y a un autre personnage qui vient jouer dans ce théâtre. Oui, parce que après que nous ayons accepté la petite fille qui est née de leur union dans notre vie, nous nous sommes trouvés en Europe, en France, pour 2 ans. Et j'avais à l'époque 52 ans. J'ai rencontré un jeune homme de 34 ans. Les rôles étaient totalement renversés. Ouh là là! Parce que mon mari avait 52 ans et l'autre femme 34 ans. C'était vraiment bizarre. Je me suis dit, et si? C'est l'autre face de la médaille. L'autre face de la médaille. Je me suis dit, personne ne saura jamais. Je suis dans un pays étranger. Personne n'a besoin de connaître mon histoire. I deserve it. Je sais pas comment tu traduis ça. Je mérite. Je mérite ça. Eh ben, comme l'histoire là, tout le monde le sait maintenant parce que j'ai choisi de partager ça pour que tout le monde comprenne, mari et femme, comprennent que si ça peut nous arriver à nous, qui sommes un couple uni, amoureux l'un de l'autre, union solide que rien ne va jamais détruire, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut apprendre à pardonner. C'est mon message. C'est pourquoi j'ai choisi de venir en Haïti maintenant. Parce que je sais que Livre en folie voit une multitude énorme de personnes que jamais je ne pourrais atteindre. J'ai choisi de publier mon livre moi-même et de l'avoir en Haïti pour que beaucoup de couples bénéficient de notre exemple. Je trouve que vraiment, quand on ne partage pas ce qui nous arrive à nous et comment on survient à nos challenges, ben, c'est égoïste.
Je ne suis pas égoïste. Je veux partager. Je veux que les gens comprennent. Pardonnez et vous serez heureux. Moi, je suis la femme la plus heureuse au monde. Oui, mais est-ce qu'il est bien de dire à l'autre qu'il y a eu cette aventure extra-conjugale? Cela dépend du couple. Cela dépend de l'entente nous, avant même de commencer à vivre ensemble, avant même notre vie d'hommes et femmes mariés, nous nous étions promis que si jamais nous étions amoureux de quelqu'un d'autre, nous nous confierions à l'autre. C'était entendu entre nous. Donc là, vous avez la chance d'être amis, complices, Absolument. Avant d'être mari et femme. Exactement. Je dis toujours... Mais c'est rarissime. Hein? C'est rare et c'est dommage. C'est rarissime. Parce que quand on est avec son meilleur ami, je n'avais aucun doute qu'il m'aurait pardonné. Je savais que mon mari comprendrait, surtout après que je l'ai montré tellement de compréhension et de pardon. Je savais, j'étais certaine de moi. Et quand je lui ai annoncé, vraiment, il a pris relativement bien. Et s'il m'a permis de publier cette histoire, c'est pour vous donner l'exemple d'un homme qui vraiment a non seulement pardonné à sa femme, mais l'encourage dans tout ce qu'elle fait. Il est venu fait. assister à la signature vente la dernière fois. La première fois, oui, il était là. Il l'a accompagné. Ouais. Mais je me dis que ce genre d'homme, c'est pas une affaire courante. En général, l'homme est très possessif. Même s'il va regarder ailleurs, il ne veut pas que notre homme regarde sa compagne. Et la mettre dans son lit, encore moins. Moi, je trouve que... dans son livre. Oui, dans son livre. C'est pas juste. Et encore dans son livre. Je dis, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que l'homme peut le faire et pas la femme? C'est une question barrer vraiment... le 7. Barrer le 7. Moi, j'adore ça. J'ai jamais entendu cette expression. Barrer le 7. La même règle doit s'appliquer à mari et à femme. Point barre. Oh, il faut vraiment s'aimer hein, pour le faire. Alors, je rappelle le titre du livre, Offense et pardon, de Mimi Gabriel, qui sera à livre en folie. Mimi, je te remercie d'être venue. Je te remercie de nous avoir parlé de ce que c'est qu'une vie conjugale. Car en fait, une vie conjugale devrait être ça. Pouvoir se dénuder l'âme en face de l'autre et se dire qu'on va être bien reçu. Merci pour tout cet amour. C'est à moi de te remercier, Marie-Alice, parce que tu fais tellement pour l'art en Haïti et pour les œuvres écrites. J'admire ça en toi. Mon rêve est vraiment de pouvoir aider d'une certaine manière. Même si je suis jusqu'à Hawaï, j'ai choisi de revenir en Haïti et je veux continuer à revenir parce que les profits de mon livre Offense et pardon, je veux offrir la moitié aux écoles de Kinskov. J'ai choisi Kinskov parce que ça fait des années que je supporte cette organisation et j'aurais aimé pouvoir faire beaucoup plus pour mon pays parce que même si on ne vit pas ici. Oui, mais arriver avec un message d'amour, un message d'harmonie pareil à celui-là, je crois que ça vaut son pesant d'or. Car il y a certainement des femmes et des hommes qui ont envie d'aller l'un vers l'autre, qui ont envie de se pardonner et de pardonner à l'autre. Car se pardonner, je pense que c'est ça la chose la plus difficile. Et qui ont envie de s'ouvrir et qui n'osent pas le faire par pudeur ou par lâcheté. Et le fait de t'entendre ce soir, ça va leur permettre d'ouvrir une porte sur l'harmonie et sur l'entente. Respect, Mimi. Alors là, notre voyage continue. Nous allons passer de l'infidélité à la fidélité de la mémoire. Et la fidélité de la mémoire nous emmène à Jérémie, avec un Jérémien qui a un sourire merveilleux, on dirait du soleil qu'il y a dans ses yeux. Il rit jusqu'aux yeux. Nous avons avec nous Eddie Cavé qui nous vient, lui, du Canada. Décidément, tout le monde vient vers nous. Notre train se remplit, amis téléspectateurs, pour ce voyage à travers l'île Quisqueya. Et là, nous allons vers Jérémie. Eddie Cavé va offrir un atelier sur la correction des preuves. Eddie Cavé est traducteur de métier. Il traduit de l'anglais au français, de l'espagnol au français, et son livre, il a choisi de le faire réimprimer à Imprimeur 2.
Voilà un livre qui s'appelle « De mémoire de Jérémie. Ma ville, ma vie, mon village ». Et dit, je vais vous demander de nous parler un peu plus de vous, car vivant à l'étranger depuis longtemps, les gens ne vous connaissent pas vraiment. Et quand je regarde votre livre, quand je vois la qualité de l'impression, d'ailleurs je complimente Imprimeur 2, c'est un travail très bien fait, c'est ce que nous appelons en édition un travail propre, n'est-ce pas? Je crois. C'est un travail propre. Et quand je vais maintenant dans le fond, je me dis qu'il y a une telle émotion qui est charriée à travers ce livre qu'il mérite vraiment que l'on s'arrête. Et cela me parle d'une Jérémie d'un autre temps, d'une autre époque. Et je me joins au docteur Saint-Phare-Bontemps lorsqu'il dit « Véritable artiste dans son genre, Eddie Cavey a ciselé une pièce d'orfèvrerie qui a une place de choix dans toute bonne collection. Car l'œuvre accroche réellement aussi bien par le fond que par la forme. » Ce n'est pas un compliment de sa part, c'est la constatation d'un homme qui s'y connaît. Oui, oui, certainement. Et voilà pourquoi je m'empresse de lire ce qu'il a dit. Il dit que pour finir, je voudrais émettre le vœu que chaque ville de province soit présentée de façon si agréable par une de ses filles ou de ses fils, ce qui aiderait à faire connaître le vrai visage d'Haïti. Car actuellement, nous avons vraiment besoin que le monde connaisse le visage d'Haïti. Parce qu'on a tendance à dire que nous sommes un pays pauvre, le plus démuni, le plus ci, le plus ça, et c'est toujours négatif. Alors que on n'a jamais vu autant de livres vendus après le séisme du 12 janvier. 30 000 livres ont été vendus l'année dernière à Livres en Folie. Et cette année, on s'attend à ce qu'il y ait encore plus de livres vendus. Et il y a 134 titres proposés en signature. Donc, pour un pays pauvre, pour un pays d'illettrés, pour un pays de tout ce que l'on dit de négatif, un phénomène pareil ne saurait se produire. Car nous avons là un événement qui est la fête du livre, certes. La fête de l'esprit, c'est une évidence, mais surtout la fête de l'humain. Et c'est ce qui vous a emmené tous les deux, Mimi et vous, Eddie, à revenir en Haïti à cette époque. Vous auriez pu venir à une autre époque. Je sais que vous êtes un homme de métier, vous êtes un professionnel, vous pourriez être dans votre confort canadien à vous sentir bien. Mais là, voilà que vous êtes avec nous, il fait chaud, nous transpirons, et Haïti les moustiques, Haïti la chaleur, Haïti le fatras, mais surtout Haïti la convivialité, Haïti l'amour. Mais parlez-moi et parlez-nous de Mémoire de Jérémie. Bon, Mémoire de Jérémie, c'est en ce sens que il y a une partie autobiographique où je rappelle mon enfance, je décris mon enfance, mon adolescence, et également les amours de jeunesse, et aussi le quartier dans lequel j'ai vécu, qui s'appelait à l'époque Nangoudouron. Nangoudouron, c'est la première rue qui a été asphaltée à Jérémie, et c'était à la fin du régime du gouvernement estimé, dans les années 40, et à l'époque, comme on asphaltait encore avec un balai, et ça se faisait de façon vraiment artisanale. Et la petite marmite. La petite marmite, une boquite, comme on dit. On en voyait l'asphalte. On a vécu dans le goudron pratiquement pendant une éternité. Au point que quand la rue a été asphaltée, on a appelé le quartier Nangoudouron. Nangoudouron. Donc c'était Nangoudouron. Ça, vous avez là une photo de la mairie de Jérémie en 1950, à l'époque où cette rue-là était une rue superbe. Et puis là, alors c'est ça. Donc il y a une partie autobiographique dans le livre qui tient dans à peu près une vingtaine de pages. Ensuite, c'est une description, une évocation de la vie du quartier dans les années 50. Et la partie autobiographique terminée, je fais encore une historique maintenant de la ville. Je dis adieu Nangoudouron, bonjour Jérémie.
Et là, je parle de la nouvelle ville. Et je suis allé à Jérémie en vacances en 2004 et j'ai découvert une nouvelle ville. Parce qu'après le massacre de 1964 à Jérémie, à l'époque de l'invasion de Jeune Haïti, l'époque où les deux Jérémiens, Milou Drouin et Marcel Luma, ont été exécutés ici à Port-au-Prince. Et il y a eu une sorte d'exode. Il y a toute une partie de la ville qui s'est expatriée. Et la ville a chuté carrément. Je suis retourné à Jérémie. Moi, j'ai quitté Jérémie tout de suite après les massacres en 65. Il n'y avait aucun lien entre mon départ et les massacres. J'étais parti étudier en Amérique du Sud, au Chili plus exactement. Et je suis resté là-bas environ 3 ans. À mon retour, j'ai travaillé à Port-au-Prince 3 ans et j'ai émigré. En 70 exactement. Mais j'ai transporté avec moi un album de photos partout où j'allais et également tous mes souvenirs de Jérémie. Et en dépit du fait que j'ai vécu 40 ans à l'étranger, j'ai jamais cessé de vivre à Jérémie. J'allais en vacances souvent. Et à la fin de 2008, je suis allé à des funérailles d'un Jérémien du quartier à Montréal. Une personne âgée qui s'appelait Bosben Jacob, qui était un ébéniste de mon quartier. Et en revenant, et là-bas, j'ai rencontré des amis d'enfance, beaucoup de gens qui avaient quitté Jérémie au début des années 70, durant la deuxième vague de migration. Et en revenant d'Ottawa, de Montréal pour aller vers Ottawa, c'était un matin d'automne, c'était vraiment une belle journée d'automne canadien, il pleuvait pas, et la nature était en fleurs. Je me suis mis à arriver à Jérémie, et en arrivant à la maison, j'ai écrit un article qui avait pour titre Jérémie du temps, d'Angoudron, du temps de Bosben Jacob. Puis là, un de mes amis, de Max Dorismont, il a vu le texte, il l'a publié sur le réseau Internet. Là, j'ai commencé à recevoir des témoignages de Jérémie qui me disait, il dit, tu nous sers au compte-gouttes, tant de souvenirs extrêmement agréables, pourquoi tu mets pas ça dans un livre? Là, on en a marre là, de lire à chaque fois de petits articles qui nous laissent sur notre faim, à toute fin pratique. Pourquoi ne pas... Et puis là, j'ai ressorti un texte que j'avais écrit après avoir rencontré Cito Cavé à un mariage à Miami, où Cito parlait de ses amours de jeunesse avec une jeune fille qu'il appelait la fille en noir. C'est l'histoire du seul amour platonique que Cito Cavé est connu. Quand il avait, je pense, 12 ou 13 ans, se postait tous les jours devant l'église pour voir passer la fille qui était en deuil, qui portait le deuil de sa mère et de son grand-père, pardon. Et à un moment donné, il s'est mis à écrire des nouvelles et il avait une nouvelle qui avait pour titre La fille en noir qui m'avait passionné. Et je me suis dit, il faudrait que j'écrive quelque chose de ce goût-là. Et puis, c'est de fil en aiguille, j'ai écrit différents chapitres et à un moment donné, j'ai décidé de donner une dimension thématique au livre. Je me dis, bon, si on veut faire connaître Jérémie, il faut parler de la poésie à Jérémie, la musique à Jérémie, les vacances à Jérémie, les rapports entre Jérémie et la mer, les rapports entre Jérémie et la poésie. Et j'ai développé graduellement une approche thématique que finalement est devenue en fait l'essentiel du livre. Parce que oui, vous êtes un professionnel des lettres, mais également on sent la musique chez vous. Et quand je vous lis, la musique traverse le texte. Et la première phrase du livre, j'ai cessé de rêver à 20 ans. Ce que c'est beau. Ça me donne envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. Et vous dites, j'ai cessé de rêver à 20 ans, mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comme les plantes et les êtres vivants, les rêves naissent, se développent et meurent. Certains s'éteignent avec les concepteurs, d'autres sont fauchés en plein vol. Le mien a été tué dans l'œuf. Ce qui me plaît dans votre narration, c'est que on sent que le texte avance. Souvent chez nous, les écrivains, même s'ils sont des poètes, ils ont tendance à une certaine latence. Tandis que vous avancez. J'aime la dynamique du livre. J'aime la façon que vous avez de faire avancer la trame du livre. Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est le narrateur chez vous? Qu'est-ce qui a joué pour que cela se fasse et que cela se passe comme ça? Bon. Car vous contez une histoire et je vous suis à chaque fois que je veux fermer le livre, j'ai tendance à aller plus loin. Je veux reprendre souffle, je veux vous suivre. Votre narration, elle est belle, elle est magnifique. Merci, merci. Je crois pour un compliment de votre part, mais je crois que
moi, je suis arrivé à l'écriture, pas par accident, mais bon, par suite d'une série d'accidents. En fait, j'ai passé ma vie professionnelle à traduire la prose des autres, sans jamais créer moi-même. Non, vous en êtes imprégné. Mais je m'en suis imprégné parce que j'ai eu le bonheur de travailler avec des gens extrêmement exigeants. Et quand je suis rentré à la Banque centrale au Canada et qu'on m'a confié la direction du service de traduction, les premières instructions que j'ai eues, c'était d'écrire dans un langage que les gens comprennent. Oui, mais ça, c'est très cérébral. Est-ce qu'il y a un certain lyrisme qui traverse votre texte? Eh bien non, parce que dans ce livre-là, il y a deux dimensions. Il y a la dimension expression de sentiment et, bon, pas expression, mais vivre son sentiment, vivre ses souvenirs. Et maintenant, il y a la dimension qui est relativement cérébrale, qui est l'expression. Et après avoir fait mon métier de traducteur pendant une quinzaine d'années, j'ai été appelé maintenant à la banque comme conseiller en rédaction. Et j'ai travaillé pendant une autre quinzaine d'années comme conseiller en rédaction. Tous les textes de la Banque centrale me passaient entre les doigts. Et là encore, les instructions étaient de s'assurer que ce soit technique, que ce soit un texte de vulgarisation ou un texte de communication, de décision de la Banque centrale. Tout devait être écrit dans un style accessible. Oui, mais pour ça, c'est l'esprit de synthèse qui joue. Oui. Tandis qu'ici, il y a le lyrisme qui joue. Oui, mais ça, c'est... Ça va à l'encontre de ce que vous me dites, là. Mais non, ça prolonge. Ça se rejoint. Ça prolonge dans ce sens que c'est... Le lyrisme, c'est le sentiment. L'écriture, c'est l'expression de ce sentiment-là. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il est plus facile, disons, il est plus difficile d'écrire simplement que d'écrire de manière compliquée. C'est évident. Non, c'est pas évident. Je crois pas que ce soit évident parce que je crois que la formule de Boileau, tout ce qu'on conçoit bien, s'énonce clairement, est faux, est fausse. Et c'est pas vrai. Cette approche, tu vois, si c'était vrai, tous les gens qui ont quelque chose à dire le diraient de façon claire. Or, ce qu'on entend le plus souvent quand on va dans des conférences, quand on va dans des cours, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au-delà où vous croisez des gens, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Pourquoi? Oui, ou ça peut être très ampoulé. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il est plus facile d'écrire de façon ampoulée que de façon claire. Et d'écrire de façon claire tout en captant l'attention des gens. Parce que, tu vois, moi, j'ai jamais perçu l'écriture comme un moyen de séduction par l'étalage d'une certaine érudition. Oui, mais là, vous nous séduisez. Pas par l'érudition, mais par l'émotion. Moi, je dois séduire probablement par un public qui ne recherche pas de grands mots. Mais il y a probablement des gens qui trouveront que mon écriture n'accroche pas parce qu'elle est trop simple, que ça n'envoie pas au dictionnaire. Ah non, elle est belle. Après avoir terminé la lecture elle est belle. On n'a pas appris de mots nouveaux. Non, mais elle est belle. Elle est belle. Ce ne sont pas les mots nouveaux qu'on va chercher là. On va chercher justement ce que nous appelons en créole nanan. Et nanan belle. Bon, merci encore. Mais vous savez, ce qui a joué un rôle extraordinaire dans mon livre et dans ma technique d'écriture, c'est une expérience que j'ai vécue il y a environ 5 ans. Pas que j'ai vécu, que j'ai accumulé il y a 5 ans. Quand j'ai travaillé pour un organisme canadien une association de juristes, surtout de juges canadiens, qui a lancé un projet d'alphabétisation en droit en partant du principe que il fallait écrire dans une langue que les justiciables, que les gens qui se présentent devant les tribunaux comprennent. Et là, on a lancé un projet de promotion du langage clair et simple. Et depuis 5 ans, je suis le traducteur officiel d'un organisme qui s'appelle le Conseil des tribunaux administratifs canadiens, qui se voue à la promotion du langage clair et simple dans la langue du droit. Ce projet-là repose sur une constatation qui est carrément renversante. Les auteurs du projet disent qu'il y a dans la pratique du droit une contradiction flagrante entre un principe qui veut que nul n'est censé ignorer la loi et une pratique selon laquelle les lois et les jugements des tribunaux sont écrits dans une langue que le justiciable ne comprend pas. Or, si l'on pense que le citoyen qui ne connaît pas ses droits n'a pas de droit, ne sait pas quoi demander, quoi exiger des tribunaux ou du gouvernement,
on arrive à la conclusion que le citoyen n'a pas de droit, même dans un pays comme le Canada où le pourcentage d'analphabètes est très faible. Et donc, j'ai fait 2 adaptations d'ouvrages sur les exigences et la pratique du langage clair et simple dans les tribunaux et devant les cours de justice au Canada. Et c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai, une fois de plus, converti complètement ma manière d'écrire et que je me suis rendu à un certain nombre de préceptes extrêmement simples. D'abord, la longueur de phrase. Napoléon disait que la phrase idéale ne contient pas plus de 14 mots. Eddie Cavé, ce serait peut-être le sujet d'une autre entrevue, parce que là, je vois que c'est le technicien qui prend la place de l'écrivain. Et je veux donner toute son envergure à ce livre-là qui mérite que l'on s'arrête sur le parcours. Le titre de Mémoire de Jérémien, Ma vie, ma ville, mon village, de Eddie Cavé, qui sera en vente à Livre en Folie le 23 juin. Au nom de mes amis téléspectateurs et en mon nom propre, je vous remercie tous les deux pour avoir fait un bout de chemin avec moi. Et la prochaine fois que le train passera, je vous inviterai à vous joindre à nous. Ce sera avec plaisir. Respect. Respect. Marie-Alice, merci. Merci beaucoup de nous avoir eu.